Bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs du Canal Congo Télévision. Nous nous retrouvons une fois de plus pour notre rendez-vous de chaque dimanche, École du Changement, avec Pascal Owonje. Aujourd'hui, Pascal Owonje, en tout cas, qui n'est plus à présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est journaliste et spécialiste des questions politiques. Avec lui, nous allons essayer un peu de passer en revue les questions de gouvernance en revue de démocratique du Congo. Voilà un peu la trame de notre émission. Pascal, bon dimanche et bienvenue sur ce plateau de l'École du Changement. Bon dimanche, Jean Romance. Bon dimanche également à nos différents téléspectateurs. Merci pour l'invitation, une fois de plus d'ailleurs. Et voilà, nous sommes là, comme d'habitude, selon votre sélection, pour aborder les questions de le premier problème, la première question de gouvernance que nous allons aborder avec Pascal Owonje, il s'agit de la qualité des produits que nous consommons. Et c'est l'Office congolais de contrôle qui est chargé en tout cas de pouvoir assurer à la population l'accès, la consommation des produits de qualité qui ne soient pas en tout cas nuisibles à la santé. Mais il s'est posé un problème, on a découvert dernièrement des poissons sous forme de chiffons, donc ils ne sont pas en tout cas des poissons naturels, ce n'est pas du poisson synthétique venant de l'étranger. Pascal Owonje, je ne sais pas, ça vous fait quel commentaire à voir qu'on arrive comme ça à faire entrer au Congo et dans la capitale des produits qui sont importants pour la consommation, qui ont même été incinérés dernièrement par des inspecteurs judiciaires avec les agents de l'Office congolais du contrôle. C'est très grave, de mon point de vue, c'est très grave. En principe, on allait, si nous étions un pays normal, beaucoup allaient démissionner. Beaucoup allaient être sanctionnés. Parce que là, c'est tuer les Congolais. Là, c'est ce que nous avions vu. Mais imaginez ce que nous n'avions pas vu. Donc, c'est grave. J'imagine que nous mangeons beaucoup de choses comme ça, que ce soit les poissons, que ce soit tout autre aliment, que ce soit le riz, que ce soit les produits pharmaceutiques. C'est grave. Mais seulement, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que je me réfère au conseil d'administration organisé le 14 juillet 2023, présidé par son président Ndomba Fortuna. Vous savez, le conseil d'administration est composé du président du conseil d'administration, des administrateurs, le directeur général adjoint également font partie du conseil d'administration. Tous étaient présents. Ils vont mettre sur table certains préalables pour une bonne mise en place. La mise en place de directeurs, la mise en place des chefs de département, la mise en place des chefs d'antenne. Alors maintenant, il fallait apprécier, il fallait discuter, il fallait lever les options, ensemble, dans l'unanimité. Et je qualifie ce conseil-là d'un conseil intelligent. Ils vont lever les options. Le cas Kinshasa, par exemple. Il y a un laboratoire de l'OCC qui est ici, qui a bénéficié un don de l'Union européenne. Et curieusement, les responsables de ce laboratoire n'ont jamais utilisé ce matériel. Et le matériel est tombé obsolète. Et la conséquence, généralement, c'est quoi dans ce laboratoire? Les études de ce laboratoire ne sont disposées que tardivement. Et parfois, nous connaissons des cas comme ça, les produits qui sont arrivés, le temps qu'on donne, en tout cas le résultat sur le produit, parfois, il est déjà avarié et en train d'être consommé par la population. C'est très dangereux. Et lorsqu'on a fait le conseil, on a dit, des gens comme ça, il faudrait les faire déplacer. On a pris une décision, il fallait les déplacer. Au Congo central, et c'est là que ça devient encore pire, il y a des conteneurs qui passent jusqu'à Kinshasa sans être ouverts, sans être contrôlés. Oui, c'est le rapport du conseil, sans être contrôlés. Mais lorsqu'il s'agit de l'OCC, c'est très grave pour nous, pour la population et pour le pays. On peut faire entrer les armes. Vous savez que l'insécurité que nous avons déjà connue ici dans la ville de Kinshasa, la portée d'entrée, c'est le Congo central. Que ce soit les armes, que ce soit les produits comme nous sommes en train de dénoncer, mais c'est très grave. Pire encore, il y a des bateaux, des grands bateaux qui viennent, qui accostent à Matadi. On décharge, l'OCC ne bénéficie rien, même en termes d'argent, même en termes de contrôle. Et le conseil a estimé que lorsqu'on a des gens comme ça, il faut les déplacer. Mais en dehors, par exemple,
des actions administratives, est-ce qu'on n'a pas prévu d'autres actions par les conseils d'administration? Parce que ce que vous dites là, c'est très grave. C'est très grave. Qu'on fasse passer les produits de consommation. C'est très grave. Dans la capitale sans que ces produits ne soient au préalable contrôlés. C'est comme ça que ça c'est un volet. Le volet sanctions. Ça c'est les sanctions administratives qu'au premier conseil on avait réfléchi. Pour d'autres sanctions, je crois que l'État a beaucoup d'autres structures qu'on peut réfléchir comment sanctionner de tels gens. Et voilà, ce qui est trop curieux, c'est que à partir du moment où on a réfléchi intelligemment de cette manière-là, on pond un PV qu'on transmet au ministre du Commerce extérieur pour que dans quelques jours, on notifie les agents. Le PCA va se déplacer parce que c'est un politique qui va déposer sa candidature à Ilebo. Pendant qu'il s'est déplacé, il a laissé l'intérim à une dame. Mais après le PCA, on n'a pas compris l'urgence parce qu'il n'était pas à l'extérieur, il était au pays, on pouvait le rappeler s'il y a nécessité, il allait revenir rapidement. On va imposer à la dame de convoquer le conseil d'administration. La dame a dit, mais c'est pas possible. Lorsqu'on expédie les affaires courantes, les prérogatives sont limitées. Ce n'est pas à ma compétence. Là, nous devons maintenant nous référer au PCA. Non, il faut convoquer le conseil d'administration. On va imposer le plus âgé des administrateurs avec le DG pour organiser le conseil. Et on va organiser le conseil. Dans ce conseil-là, on va mettre en cause, on va négliger, on ne va plus tenir compte de tout ce qui a été décidé au premier conseil. Et c'est là, et nuitamment, dans la précipitation, on va organiser les actes de notification. Là, c'est le 26. Mais le 27, déjà, le PCA est ici à Kinshasa. Il est parti par véhicule, il est rentré par avion parce qu'il fallait rentrer rapidement. Pendant que le PCA est ici, on établit les actes de notification. Et dans ces actes, il n'y a pas la signature de la dame qui a expédié les affaires courantes, mais c'est plutôt l'administrateur le plus âgé là qui a posé sa signature. Il n'y a pas les sous parce que on a estimé que c'est un conseil qui a été convoqué dans l'irrégularité. Et tout ça, on accuse le ministre du Commerce extérieur qui aurait, en tout cas, imposé l'organisation de ce deuxième congrès, enfin, deuxième conseil, alors que ce n'est pas dans sa compétence. Le ministre gère ses actions politiques, mais la technicité, n'est-ce pas, c'est au conseil d'administration. Lorsqu'un ministre s'ingère au conseil d'administration, alors à ce moment-là, je me dis, le pays oui, Pascal, mais vous qui êtes, pratiquement, vous suivez un peu ces dossiers-là. Oui. Et maintenant, quelle a été la réaction du PCA à son retour quand il a trouvé qu'on organisait un deuxième conseil d'administration et que tout ce qui avait été décidé lors du premier conseil a pratiquement été... Je ne suis pas entré en contact avec le PCA. Je suis... moi, j'ai les informations de la part des syndicalistes ici sur le rond-point Forescom. Alors, ils m'ont rencontré, ils m'ont donné les éléments, ils m'ont expliqué. L'air d'alliance, aujourd'hui, ça brûle. Sincèrement, les agents ne sont pas contents, ils commencent même à craindre. Parce que vous savez, quand nous étions de l'autre côté, parce que nous aussi, nous avions nos installations, non, de l'OCC, on voyait comment de temps en temps, il y avait des grèves, il y avait des manifestations. Alors les agents commencent à craindre. Maintenant qu'il y a un peu de la calmie, cette mauvaise gestion risque maintenant de le ramener à ce temps où il y avait beaucoup de manifestations. Parce qu'aujourd'hui, à l'OCC, non seulement le cas que nous déplorons, mais aussi dans cette mise en place du 26 juillet 2023, qui est contestée, qui a été convoquée dans l'irrégularité, on a engagé, on a, parce qu'il s'agit de la mise en place, on a reconduit des gens qui dans quelques jours, seront retraités. Ah oui. Au mois d'octobre, novembre et décembre, probablement, ils seront retraités. Or, à l'OCC, il y a beaucoup de têtes pensantes qui sont dans les couloirs, qui n'ont pas de fonction. Mais il fallait envoyer ces gens pour aller servir la société, que engager ou donner des fonctions à ceux qui, vous savez que dans quelques mois, ils iront en retraite. Le souci, la raison était laquelle? Et simplement, on a compris qu'il s'agit du dysfonctionnement. Mais ils se sont servis. Ils se sont servis. Parce que Jean Romance, mon frère, je ne l'ai pas retrouvé dans la première mise en place. Il faudrait absolument qu'il se retrouve dans la mise en place. Et parce que moi, j'ai l'autorité politique, je suis prêt à marcher sur ce que vous aviez conçu ou réfléchi. En tout cas, objectivement, pourvu que les miens aussi se retrouvent. C'est là le problème, en fait. Donc, on ne tient pas compte, il n'y a pas de critères objectifs, de technicité, de compétences. Les critères objectifs, de compétences et tout ça, c'était... C'est la proximité que chaque agent, chaque cadre a avec une autorité. Bah, malheureusement, qui a déterminé cette mise en place. Les critères ont été tenus compte, n'est-ce pas,
lors de la première mise en place du conseil organisé le 14 juillet 2023. Là, tous ces paramètres ont été pris en compte. Mais au deuxième conseil, il faut mettre les nôtres pour qu'ils ne chôment pas, pour qu'ils ne restent pas dans les couloirs. Et c'est là le problème. Et les gens qui sont responsables des dossiers que nous sommes en train de dénoncer ici, qui font entrer des produits avariés, vont se retrouver maintenant. Donc ils n'ont pas été sanctionnés négativement. Jusqu'à là, au contraire, ils ne sont pas sanctionnés. Ils sont maintenus. Ils sont maintenus curieusement. Et voilà pourquoi, à travers votre micro, nous devons plaider pour que on revienne aux résolutions du premier conseil d'administration qui sanctionne ces gens. Les gens qui font entrer des produits avariés. Des gens qui ne sécurisent pas la société. Des gens qui n'ont pas une expertise avérée. Des gens qui manquent la moralité pour pouvoir servir la société. Sauf ces gens-là, comme ils ont été sanctionnés au premier conseil, ils doivent être sanctionnés. Alors maintenant, pour établir par exemple les actes d'identification par rapport au premier conseil, mais très rapidement, dans 2 jours, on peut terminer et cela permettra que la société retrouve son climat d'apaisement. Parce qu'aujourd'hui, ça surchauffe à l'Office congolais de contrôle, parce que simplement, on estime que les actes qui sont posés ne sont pas pour sécuriser la société. Voilà, donc pour Pascal Ouondje, journaliste spécialiste des questions politiques au niveau de l'OCC, il faut qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ceux qui avaient été sanctionnés lors du premier conseil d'administration présidé par le PCA, en tout cas, doivent l'être, et que le deuxième conseil, en tout cas, n'a pas lieu d'être. Effectivement, parce que vous-même, vous aviez, parce qu'on avait les images ici, et malheureusement, c'était dans une autre plateforme qu'on ne saura pas mettre ici, ça risque de ne pas permettre que l'émission soit diffusée normalement. Vous aviez vu vous-même les images. Vous aviez évoqué ici les poissons qui sont entrés, toutes sortes de produits avariés qui entrent et consommés par la population. Qui est responsable? Mais c'est l'OCC qui est appelé à sanctionner lorsqu'il constate que tel produit est périmé. Mais lorsque l'OCC nous fait entrer de tels produits, si on identifie la personne qui fait ça, je pense que c'est la moindre sanction, non seulement de le faire partir, mais aussi la prison. Tout à fait. Mais curieusement, on constate que les mêmes personnes ont été reconduites parce que simplement bénéficiant des parapluies. Est-ce qu'ils ont conditionné certaines personnes? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des conditionnalités pour qu'ils restent. Donc il y a déjà, en tout cas, pour leur confort matériel et financier, ils sont prêts à tout ça. Ah oui, hein, lorsqu'il faut analyser la question, la population. Les syndicalistes vous disent clairement, hein, je crois qu'il y a eu des conditionnalités pour qu'ils soient reconduits. Ok, Pascal Ouondje, nous passons en tout cas notre deuxième question de gouvernance étatique. Il s'agit de la proposition du projet qu'a initié le professeur Ndaiwel, l'historien Ndaiwel Nziem, une nouvelle constitution. Parce que l'actuelle, semble-t-il, a été conçue par les belligérants sous la dictée des impérialistes et qu'il nous faut en tout cas une nouvelle constitution. On prévoit 9 ans de mandat pour les chefs de l'État non renouvelables. On prévoit aussi, je crois, 7 ans renouvelables une fois pour les députés nationaux et qu'on prévoit aussi par exemple la suppression des assemblées provinciales et bien d'autres réformes. Ça fait polémique et on en parle dans tous les salons politiques et même dans certains cercles de la société civile et même de la population. Pascal Ouondje, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition du professeur Isidore Ndaiwel Nziem? Moi, je prends là où il propose le mandat du chef de l'État. Je regarde le professeur, je respecte beaucoup le professeur Ndaiwel. C'est parmi les têtes distinctives de notre pays. Mais je souhaitais que, parce qu'il s'agit de réflexion scientifique, qu'il me reconnaisse, qu'il me cite, qu'il dise que j'ai eu cette idée à travers le point de vue de Pascal Ouondje. C'est moi qui ai commencé depuis très longtemps à faire une proposition de 10 ans pour un mandat du chef de l'État. Et quand vous les suivez, vous n'allez pas entendre la motivation, la bonne raison avancée. Et pire encore, j'ai suivi les membres du parti politique
de mon grand frère Sami Badibanga, que je salue ici. Ils sont revenus sur les 10 ans. Vous n'allez pas comprendre une bonne motivation. Mais personne ne sait me citer. C'est moi, Pascal, qui ai fait cette proposition. Sur plusieurs plateaux. Chez vous ici, j'ai fait chez Gisèle, j'ai fait à Congo Biz, sur plusieurs plateaux. Qu'est-ce que j'ai toujours dit? Parce que nous avons le mandat, le chef de l'État a un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Là, nous sommes dans l'article 220 de la Constitution. Un article tangible. J'ai constaté, moi, Pascal, que sur 5 ans, le chef de l'État ne travaille que pendant 3 ans. Comment? Parce que la première année, c'est l'année des contestations électorales. Et le temps passe comme ça. La dernière année, c'est l'année des préparations électorales. Et donc, il ne travaille que pendant 3 ans. Mais ce n'est pas suffisant pour un mandat. Et s'il faut avoir un deuxième mandat, et je suis parti de l'expérience en Afrique où je trouve généralement que les présidents en fonction bénéficient toujours d'un deuxième mandat. S'il faut avoir un deuxième mandat, il aura 10 ans, mais sur 10 ans, on aura perdu 4 ans, et le président dans 10 ans, il ne travaille que pour ou pendant 6 ans. Et j'ai proposé qu'on lui donne, qu'on ait plutôt un mandat, un seul mandat non renouvelable de 10 ans, qui fera que on aura perdu 2 ans, et il aura 8 ans de gestion. La première année, contestation électorale, dernière année, préparation électorale. Et lui-même aura 8 ans de gestion. À ce moment-là, on bénéficie à l'État le temps, parce qu'à chaque fois lorsque nous avons des crises, et ça crée un dysfonctionnement, ça crée des perturbations, ça crée des tensions, souvent des morts, souvent des divisions inutiles. Et pourtant, excusez, si on laisse le temps suffisant à celui qui est élu pour travailler, promouvoir le développement au pays, je crois que c'est plus intelligent que d'aller souvent 5 ans et avec beaucoup de contestations et pour ne rien avancer conséquemment. Voilà ma proposition. Pascal Owanje, revenons d'abord à celui qui a initié, qui a eu cette idée, le professeur Ndaiwel. Non! Mais on se rappelle par exemple... Je conteste que ce n'est pas lui qui a eu cette idée. Voilà. C'est Pascal Owanje qui a eu cette idée. Le professeur Ndaiwel n'a su, excusez, le professeur Ndaiwel n'a su que prendre mes idées. Vous savez, en science, donc vous voulez dire que le professeur vous a, donc il a copié vos idées. Mais le professeur a copié mes idées. Et vous a plagié. Et ceux de mon grand frère Sami Badibanga ont copié également mon idée. On pourra s'attendre à ce que vous puissiez rester en justice contre lui parce non, mais je n'ai pas sécurisé, je n'ai pas sécurisé cette pensée, ça c'est vrai. Mais moi, quand je le disais, les gens m'ont entendu. Mais lorsque vous m'avez entendu, vous voulez copier ce que moi j'ai dit. La moindre des choses, scientifiquement, c'est être honnête, citer la personne qui a pondu l'idée d'abord. Ça peut arriver, Pascal, que 2 ou 3 personnes aient la même idée, quoi, sans se croiser. Oui, mais il n'a pas rendu son idée. Sans que l'une s'il a eu cette idée. n'ait eu le temps d'écouter l'autre, ce que l'autre a d'accord, ça peut arriver. Mais s'il a eu cette idée, il n'a jamais rendu public cette idée. Mais il vient de le faire. Mais non, mais il l'a fait après moi. Moi, je le faisais avant à haute voix. Mais lorsque lui vient le faire à haute voix, la moindre des choses cette fois-là, c'est dire... Comme a toujours dit celui-là. Peut-être que parce que vous n'avez pas la même notoriété que le professeur Ndaiwel. Bon, la notoriété, on ne peut pas avoir la même notoriété. Lui est professeur, moi je suis journaliste, on ne peut pas avoir la même notoriété. Et c'est difficile qu'on ait une notoriété égale. Mais simplement, dans la reconnaissance, dans l'honnêteté scientifique, c'est très facile de dire tel a pondu l'idée. Et voilà, moi, scientifiquement, je reviens maintenant à ajouter certains éléments sur l'idée. J'estime aujourd'hui essentiel pour la vie de la nation. Ça va nous éviter, comme je le dis ici, des temps perdus inutiles, parce que simplement, il faut penser à l'organisation des élections, il faut contester les élections, et la conséquence, c'est que pour un mandat de 5 ans, on ne travaille que pendant 3 ans. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, bon, vous qui êtes dans cette idée-là aussi, vous n'avez pas l'impression qu'il s'agit là de faire plaisir au président actuel au pouvoir? Vous voulez quoi? Qu'on puisse concevoir un texte taillé à la mesure du président? Lorsque nous réfléchissons des choses comme ça, évitons de voir l'individu. Hier, nous étions avec Joseph Kabila, il est parti. Félix Tshisekedi est ici, demain il va partir. Mais vous savez ce que l'opposition d'hier avait eu comme réaction quand, par exemple, le professeur Evariste Bochab a sorti l'idée de pouvoir changer de constitution. Mais justement,
dans la motivation, si la motivation est de satisfaire un individu, là, ça devient autre problème. Moi, ici, je ne parle pas de satisfaction de l'individu. Le professeur Bochab, à l'époque, lorsqu'il pense à son ouvrage entre l'inanition de la nation et la révision de la Constitution, mais il a mal articulé. Il dit, si vous ne changez pas la Constitution, le pays va mourir. Non! On n'a pas changé la Constitution parce que le pays est mort. Il a mal motivé. Donc, ne comprenez pas la pensée de Bochab. Aujourd'hui, lorsqu'on prend une idée comme ça, c'est pour la nation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est président de la République aujourd'hui. C'est un humain. Et vous savez, je suis dans la philosophie d'Héraclite d'Éphèse, souvent, tout court, tout passe, rien ne demeure. Demain, lui, va partir. Mais les belles idées vont rester pour servir la nation. Je suis en train ici de réfléchir au développement du pays. Dans ces conditions, les conditions de notre constitution actuelle, dans cette disposition, ne permettent pas aux dirigeants, ou sinon les conditions ne permettent pas aux dirigeants d'avoir un temps suffisant de la gestion de l'État, parce que simplement, nous sommes dans les conflits. Si par exemple il arrivait, après élection, le perdant appelle le gagnant, félicitations. À ce moment-là, ça devient autre chose. Félicitations, ça veut dire qu'il n'y aura plus de contestation, il n'y a pas de tension inutile. Si, à la dernière année pour aller aux élections, on fait le choix sur un président de la CENI, consensuellement, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on organise l'enrôlement, il n'y a pas de contestation. Lorsqu'on va, et vous verrez à ce moment-là, on peut rester dans cette logique. Parce que nous avons trop de contestations. Cela ne permet pas qu'on ait un bon climat qui permet le développement. Pascal, vous devez reconnaître, sûrement avec moi, que les contestations ne viennent pas par le fait d'un simple texte. Ce sont les individus. Donc c'est un problème de culture politique. Est-ce que la solution n'est-elle pas de pouvoir quand même... c'est pas sensibiliser, rééduquer, réformater l'homme congolais pour l'amener à avoir une culture politique qui permette à ce que les élections soient bien organisées et que la possibilité de contester, en tout cas, ne soit pas de nature à perturber la marche de l'État. Et voilà pourquoi moi, honnêtement, je vais citer quelqu'un, Fumuto Tobasanga, avec qui nous avons toujours réfléchi sur la possibilité d'avoir une constitution reflétant nos valeurs. Parce que la constitution que nous avons ici reflète les valeurs françaises. Et nous les avions imitées. Et je cite autre personne, Norbert Yamba Yamba, qui a toujours dit, parce que nous sommes des répétiteurs. On a voulu tout imiter. Nous sommes robotisés inutilement. Or, si nous avions intégré nos valeurs dans cette constitution, je pense que les choses se feraient autrement. Ce que vous évoquez là, c'est parce que simplement, il y a incompatibilité entre notre comportement qui est dicté par nos valeurs vis-à-vis de la Constitution que nous avions copiée, qui reflète les valeurs occidentales. Et cette incompatibilité fait qu'on adopte un comportement souvent de contestation aveugle, et c'est dans ces contestations que je dis, ça ne permet pas un bon développement. Voilà pourquoi il faut réfléchir. Parce que simplement, si nous maintenons cette constitution, on aura toujours des contestations de cette manière-là, vous verrez que le développement va retarder, parce que simplement, le temps n'est pas très suffisant à celui qui est élu de pouvoir imprimer la différence, de gérer normalement le pays. 3 ans, ce n'est pas beaucoup de mon point de vue. 5 ans, ça suffirait si et la première année et la deuxième année serait vous semblez nous dire, Pascal Ovonjo, que le chef de l'État, c'est un magicien, c'est lui qui fait tout, et que même si on lui donnait par exemple 10 ans, 15 ans, le pays avancerait, même si dans d'autres structures de l'État, on continue en tout cas à mal gérer l'État. Non, je ne dis pas que le chef de l'État ou le président de la République, c'est un magicien. Parce qu'aux États-Unis, il n'a que 4 ans renouvelables une fois. Mais ne vous comparez pas aux Américains. Ils ont la démocratie depuis quand? Et les conditions sont comment? Ne nous comparons pas aux Français. Ils ont la démocratie depuis quand? Les conditions sont comment? Mais les Botswana, par exemple, qui est un pays africain aussi. Moi, je suis en train de m'opposer maintenant. Nous ne pouvons pas toujours regarder les autres. Mais il faut regarder là où les choses se passent bien, là où on gère bien. Regarder nos valeurs, les intégrer dans la dynamique, en tout cas démocratique. Nous avons notre constitution, nous avons notre pays, nous devons concevoir notre constitution par rapport à nos valeurs. Nous les intégrons et nous gérons notre pays. Et si nous devons tout faire, nous devons toujours faire l'imitation
Des copies-collées. Et quelles sont ces valeurs-là que nous devons intégrer dans notre nouvelle Mais on peut les énumérer, il y en a beaucoup. Comme quoi, par exemple? Il y en a beaucoup, on peut les énumérer. Hein, l'honneur, par exemple. L'honneur, c'est dans nos valeurs. Mais chez l'Occident, l'honneur n'existe même pas aujourd'hui. N'est-ce pas? Et tout ce que vous considérez comme valeur à l'Occident, mais c'est devenu anti-valeur chez nous. Et vous voulez maintenant prendre ces antivaleurs-là, les intégrer chez nous pour que ça devienne des valeurs. Mais est-ce que si la fois passée, si on détourne, je termine. Si la on fois détourne l'argent de l'État. Je termine. La fois passée à l'Assemblée nationale, la question de l'homosexualité a été pensée par Stephen Bikai. On voulait voter cette loi à l'époque. Il a fait une telle proposition. Mais malheureusement, le débat n'a jamais été engagé. Vous vouliez qu'on nous impose, nous, l'homosexualité. Steve Bikai était contre. C'était une loi contre l'homosexualité. Non, mais pourquoi ça n'a pas été tenu? Parce que on a compris que si on organise ce débat contre l'homosexualité, on sera sanctionné par l'Occident. La question est en Ouganda. Vous voyez comment le président ougandais est sanctionné. À cause de ça. Alors maintenant, on vous impose ce qui est mauvais, ce qui est contraire à votre culture, à vos habitudes, et vous pensez que c'est ce qui est normal. Beaucoup de trucs comme ça sont dans votre constitution. Comme quoi, par exemple, la corruption n'est pas légalisée dans la constitution. Le détournement pas des données publiques n'est pas légalisé dans la constitution. Par exemple. Là, je ne dis pas que nous sommes, parce que nous avons nos valeurs, nous sommes identiques, nous tous. Non. Chacun a son ipséité, son identité personnelle. Nous sommes différents. Si vous êtes né voleur, c'est pas parce que tu as volé et que nous devons maintenant faire la déduction que du fait qu'il soit congolais, c'est que tout le monde est voleur. Non. Bon, Pascal, pour finir, première préoccupation, oui. Quand est-ce que ces projets-là doivent être réalisés? Avant les élections, après les élections? Bon, moi je n'avais que l'idée. Oui. J'avais mis mon idée à la place publique. Vous épousez cette idée-là, vous dites que c'était votre idée aussi. J'ai mis mon idée Comment on peut la matérialiser? Moi j'ai mis mon idée à la place publique, n'est-ce pas? Mon idée ne consistait pas, de mon point de vue, quand je l'ai mis, je n'avais pas insisté sur le changement ou la révision de la Constitution. Non. Quelqu'un pouvait, ou venir vers moi, un député par exemple, qu'est-ce qu'on peut pour que cela soit pragmatisé. Mais le professeur aujourd'hui va plus loin, lui propose carrément une autre constitution, tout en intégrant mon idée, même s'il ne m'a pas cité. Je dis bravo, mais maintenant c'est à lui, parce qu'il n'est pas parlementaire, comment il va parvenir comme Noël Tchani au Parlement pour que les parlementaires en décident. Est-ce que c'est avant la fin de son mandat? Est-ce que c'est après son mandat? Maintenant, on va apprécier, mais je pense que ce qui est important, c'est réajuster les choses à travers la Constitution, des choses qui permettront que nous puissions, nous, de manière très libre, très indépendante, très démocrate, vivre, en tout cas librement, et faciliter notre développement à travers nos lois. La loi mère que nous avons ici, que nous appelons la Constitution, a certaines dispositions qui énervent nos esprits et qui ne permettent pas, en tout cas, notre développement. Voilà, ok. Notre troisième dossier est pratiquement le dernier. Il s'agit de l'argent. L'argent qui est les nerfs de la guerre. Nous apprenons au dernier Conseil des ministres qu'un budget évalué à 18 milliards de dollars est un projet adopté, qui va bientôt être présenté à l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session de septembre. Bon, est-ce que la question, Pascal Owonje, c'est le montant du budget ou c'est ce que nous pouvons avoir comme moyen et qui soit en tout cas même de pouvoir résoudre tous nos problèmes, parce qu'on se rend compte que malgré l'augmentation du budget de l'État, on se rend compte que l'État n'a toujours pas en tout cas les moyens de sa politique. Oui. Est-ce qu'avec 18 milliards de dollars, on peut estimer que l'État congolais aura les moyens de sa politique? Oui, parce que là, on a parlé de 40 milliards de francs
un peu plus de 40 milliards de francs congolais, ce qui a été adopté, comme vous l'aviez dit, au Conseil de ministres. Mais vous posez la question, est-ce que l'État aura le moyen de sa politique? Mais c'est l'État lui-même qui fait ses appréciations. Et maintenant, nous allons voir la production interne sera de quelle hauteur, externe sera de quelle hauteur, pour qu'on évalue, et en fait, compte, est-ce qu'on sera à mesure de mobiliser correctement les recettes? Ce qui est aussi très important à souligner, c'est de cet argent, est-ce que la gestion sera rationnelle pour permettre que plusieurs secteurs de notre vie fonctionnent normalement? Et ce sera la question fondamentale, parce que parfois, on trouve le déséquilibre dans les dépenses. Je prends le cas, par exemple, des députés nationaux et sénateurs. Il est élu député national, il est élu sénateur, il est payé par l'État. Mais il est nommé mandataire, il est nommé PCA, il est nommé administrateur. Qui, en fait, en réalité, ne sont plus passifs. Je dis, ils sont aujourd'hui actifs parce qu'ils sont payés à la fin de chaque mois. Alors maintenant, l'État va payer une telle personne 2 fois. L'État va le payer comme député ou comme sénateur. L'État va le payer comme mandataire, ça veut dire PCA ou administrateur. Mais c'est trop. Quand vous additionnez les 2 salaires, mais il peut se retrouver au-delà de 50 000 $ américains à la fin de chaque mois. Et pourtant, il y a d'autres qui, à la fin du mois, cherchent à avoir ne fût-ce que 100 $. Même il y en a qui ne sont même pas payés. D'autres ne sont même pas payés. Voilà pourquoi je dis, il faut rationaliser ces dépenses dans cette manière-là. On peut peut-être lever l'option, comme souvent lorsqu'on nomme un député qui va au gouvernement. Lorsque vous allez au gouvernement, ça aussi c'est une proposition de Pascal. Vous allez voir demain, on va récupérer. Vous perdez votre siège, c'est votre premier suppléant qui vous remplace. Vous allez au gouvernement, heureusement qu'ils se sont protégés. Lorsque vous n'êtes plus membre du gouvernement, vous pouvez rentrer maintenant à l'Assemblée nationale. Mais on peut faire autant lorsqu'on les nomme comme PCA ou comme administrateurs, parce qu'aujourd'hui, PCA et administrateurs sont payés régulièrement à la fin de chaque mois par le Trésor public. Ça veut dire que si un député est nommé comme PCA, il va comme PCA. Lorsqu'il ne sera plus PCA, il peut rentrer au Parlement. Lorsqu'il est nommé comme administrateur, il va comme administrateur. Lorsqu'il ne sera plus administrateur, il peut rentrer à l'Assemblée nationale. Que de cumuler. Hier, ils étaient passifs. Ils vivaient des jetons de présence. Mais aujourd'hui, ils sont payés régulièrement. Mais je crois qu'on doit réfléchir là-dedans aussi. On ne peut pas permettre qu'une seule personne gagne autant de salaires. D'un côté, vous avez vu comment le débat était engagé comment ici. vous expliquez ce choix-là? Parce que c'est le chef de l'État qui signe les ordonnances. Il connaît sûrement que celui qu'on vient de nommer PCA là est député national et qu'on le nomme, il va avoir 2 salaires. Mais c'est comment ça, vous expliquez? C'est cela que nous interpellons, pas seulement au chef de l'État, à tous les acteurs politiques et surtout, malheureusement, le débat, un tel débat à l'Assemblée nationale ne passera pas parce que le débat les concerne directement. Ils vont vouloir se protéger. Et la preuve, c'est que, vous avez vu, quand vous partez comme ministre, vous allez revenir comme député, sans problème. Alors qu'on perdrait aussi le mandat, carrément. C'était le cas, voilà, vous perdez le mandat, votre suppléant alors devient député jusqu'à la fin du mandat. Alors, à ce moment-là, on allait voir, les députés allaient refuser d'aller comme ministre. Mais malheureusement, on a ouvert, ils se sont protégés. Voilà les conditions. Donc les gens votent des lois en fonction de leurs propres intérêts. Oui, pratiquement les députés nationaux, quand vous les voyez, lorsqu'ils débattent à l'Assemblée nationale, c'est pour leurs propres intérêts. Bon, on est presque à la fin, Pascal Rondier. Problème de gestion aussi, à Kinshasa. Les torchons brûlent entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur Gentili Ngobila. Le président de l'Assemblée avait été débarqué l'autre fois, réhabilité par la justice. Aujourd'hui, apparemment, c'est lui maintenant qui a le vent en poupe et il veut avoir la tête de Gentili Ngobila. Bon, on a suivi la Cour des comptes, demander des sanctions, demander à l'Assemblée provinciale de sanctionner le gouverneur. C'est la première. Parce que simplement, il n'a pas présenté le projet, le projet de reddition des comptes 2022. Ah oui, mais là aussi, c'est une faiblesse du gouverneur.
c'est une obligation constitutionnelle de présenter, n'est-ce pas, ce que vous aviez réalisé comme dépenses l'année précédente pour permettre finalement aux députés de vous faire confiance à l'année en cours avec le budget en discussion. Mais les gouverneurs, surtout son parti politique, l'ACP, crie à l'acharnement. Bon, l'acharnement, tout le monde crie à l'acharnement, même des choses très simples, très claires, comme celle-là, vous allez crier à l'acharnement comment? La loi le dit, il faut présenter cela à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la reddition des comptes. D'autres vont jusqu'à me dire, mais Pascal, il y a le ministre des Finances qui partirait. Mais le ministre des Finances dépend de qui? Le projet de l'Assemblée, le projet de la ville de Kinshasa est présenté par le gouverneur. C'est normal qu'il aille maintenant, c'est justifié. Est-ce que pour être devant les députés provinciaux, avec un tableau de bord sur les dépenses réalisées durant l'année passée, ça pose quel problème? Ne pas le faire, c'est cacher quelque chose. Qu'est-ce qu'il cache? Si Kimbuta hier est parti aujourd'hui, jusqu'au moment où nous sommes en train de discuter, son ministre des Finances a été en prison, il est aujourd'hui libéré, Guy Maton, je pense. S'il lui est parti jusqu'ici sans être inquiété par la justice, il ne faudrait pas qu'on réitère ce mauvais exemple pour que personne, quand on gère la ville, qu'il ne soit pas en mesure de rendre compte. Parce que présenter la reddition des comptes, c'est rendre compte en d'autres termes sur ce qu'on a fait durant. Mais est-ce que les problèmes, c'est sur l'argent du trésor public? C'est pas aussi le copinage entre les bureaux de l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial? Parce qu'on a vraiment senti que il y avait presque rien, quoi. Donc il n'y a pas acharnement, en tout cas parce que je crois que, comme je l'ai dit, il est obligé en tant que gouverneur de la ville de présenter les éléments de défense et de présenter non seulement à la face de l'Assemblée provinciale, mais surtout à la face des Quinois et Quinoises, ce qu'il a eu à faire avec leur argent. Ce qui est normal. Mais lorsque ces membres du parti politique crient à l'acharnement, je me dis, bon voilà, parce que simplement il s'agit du président de leur parti politique, et ils pensent que parce que pas longtemps, le président de l'Assemblée provinciale et lui, Ngobila, ne s'entendaient pas, et vous aviez vu, je vous ai vu même recevoir ici, l'auteur de la question qui a déchu le président de l'Assemblée provinciale, c'est mon grand frère, Désiré Mbondi, même s'il m'a pris un peu de distance depuis un moment, on ne se voit pas, que je salue. Lui, qui a été déchu, rétabli, et par la Cour d'appel, et par la Cour constitutionnelle, parce que maintenant, il est rétabli dans ses droits, et voilà, on commence à croire que le fait qu'il soit rétabli, donc il va vouloir régler des comptes au gouverneur. Non, mais ici c'est là, que... vraiment, il n'y a pas un parfum de règlement des comptes Non, ou de non, vengeance. ici, il y a le... sur Gentini Ngobila. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale la fois passée. J'ai vu comment on avait menacé à son temps Matata Pogno pour le fait qu'il ait déposé le projet de loi de reddition des comptes en retard. Il y a eu des menaces terribles. Il y a eu un grand débat à l'Assemblée nationale. Mais lorsque vous n'avez pas déposé, comme c'est une obligation constitutionnelle, mais c'était bon à loi, que la Cour des comptes vous recadre et que l'Assemblée provinciale et vous oblige juste de passer, ce qui est normal. Ce qui m'a un peu étonné, c'est de voir la Cour des comptes déjà exiger la sanction par l'Assemblée provinciale à l'égard du gouverneur. Mais cette sanction-là, vraiment, est-ce que sera-t-elle possible? Parce que nous avons ce qu'on appelle la dynamique Gentini Ngobila, qui avait fait en sorte que une motion contre les présidents de l'Assemblée provinciale soit votée. Mais c'est quoi là? Est-ce que les députés provinciaux qui sont majoritairement, entre guillemets, acquis au gouverneur, vont-ils se dédire pour soutenir maintenant une action? Mais c'est quoi la dynamique par les présidents de l'Assemblée provinciale? Mais c'est quoi la dynamique? C'est quoi la dynamique Gentini Ngobila? Ça veut dire qu'ils sont corrompus, ils sont conditionnés, c'est ce que ça veut dire. Oh, ils sont là pour... pas de corruption. Mais non, ils sont là pour le travail de la ville. S'ils doivent travailler pour la ville, devant des évidences constitutionnelles comme celle-là, comment ils peuvent se retrouver dans une dynamique? Parce que la Constitution dit, vous devez rendre compte. Alors maintenant, lorsque vous ne rendez pas compte, un député va dire, non, même s'il n'a pas rendu compte, même si la condition l'oblige, nous sommes de sa dynamique, nous allons le protéger.
À ce moment-là, vous ne travaillez pas pour la ville. Ce qui est vrai, regardez aujourd'hui, au-delà de ce qu'on dit en termes de reddition des comptes et tout ça, quand vous regardez la ville, mais la gestion est mitigée. J'ai vu la fois passer des actes spectaculaires qui étaient salués et que j'ai toujours salués, mais malheureusement, quelques temps après, qu'est-ce que c'est devenu? Là où on avait chassé les gens, on avait agrandi les avenues, c'était très beau à voir, mais les gens sont revenus. Mais ils voient, ils ont fait des actes circonstanciels, momentanés, et après, les clients n'ont pas besoin de ça. Donc, il faut inscrire les projets dans les temps, dans la durée. Cela permettrait finalement que les choses s'organisent normalement. Mais de la manière dont ils gèrent, c'est comme des affairistes. N'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin des affairistes à la tête de la province. Nous avons des gens très posés, très regardants, très objectifs, trop rationnels, trop importants pour les Quinois à pouvoir répondre à leurs attentes. Nous sommes arrivés à la fin, 60 secondes, votre mot de conclusion, sur tout ce que nous avons dit en tout cas. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je pense que tout le monde n'est pas appelé à occuper des fonctions d'État. Il y a des gens à probité morale acceptée qui peuvent occuper telle et telle fonction. Si je dis cela, parce que des sujets nous ont concernés. Le premier rapport avec l'OCC, je dis, on ne peut pas mettre n'importe qui pour détruire la vie d'une nation. Le cas de l'entrée de produits avariés ici à Kinshasa, simplement parce que nous avons des agents de l'OCC irresponsables. Et de tels gens irresponsables, on ne sait pas les sanctionner, on veut les reconduire. Je pense qu'il faut les sanctionner. Autant, je dis, pour la ville de Kinshasa, vous êtes responsable, vous devez avoir un comportement plus responsable, sinon nous allons déduire, comme je le dis, tout le monde n'est pas appelé à gérer les responsabilités de l'État. Et voilà pourquoi, substantiellement, je dis au chef de l'État, toujours bon de tenir compte de ces conditions-là, les celles qui permettront que vos actions soient accompagnées pour qu'on atteigne l'objectif. Et en fin de compte, je dis, je reprends ce que j'avais dit, je rappelle au professeur Ndaïwel, que je respecte beaucoup, que je salue d'ailleurs à travers votre micro, qu'il y reconnaisse que dans l'aspect du délai du mandat du chef de l'État, c'est Pascal Oondje qui a commencé cette proposition. Lui n'a su que relayer ce que moi j'avais dit. C'est toujours bon, lorsqu'on reconnaît, n'est-ce pas, la réflexion de quelqu'un, c'est, je peux dire, c'est une œuvre scientifique aussi, parce que c'est pas tout le monde qui sait réfléchir. Ne pas me citer, bon, je sais pas qu'est-ce que je peux qualifier. Bon, prochainement, j'attends qu'il cite ne que mon nom. J'ai aimé ce point de vue. Voilà pourquoi j'ai intégré ce point de vue dans mes propositions. Merci beaucoup, Pascal Oondje. Vous êtes journaliste et spécialiste des questions politiques. Avec vous, nous avions passé en revue des questions de gouvernance étatique en RD Congo. Merci d'être venu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. À la prochaine. Bye. Merci.